Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde donc, pour les dons Tipeee et les dons Odyssée. Donc merci à Nadine, Sandrine, Barillo, Berthier, Odile, un grand merci pour votre soutien. Sachez que ça nous fait vraiment très plaisir et que ça nous aide donc à continuer dans notre travail. Comme d'habitude, un grand merci à l'équipe des chercheurs d'or. Et donc c'est parti pour cette revue de la semaine. Alors pour commencer, on va parler donc de la censure. Donc il y a ma dernière revue donc, du 5 janvier qui a été supprimée par YouTube. Et du coup, je suis suspendu 2 semaines sur YouTube. Donc je vais continuer de publier comme d'habitude sur Rumble et Odyssée. Donc la raison de la suppression de la vidéo, donc, c'est que YouTube donc, a interdit les contenus qui contredisent le consensus des experts, d'autorités sanitaires locales ou de l'OMS au sujet des vaccins. Voilà, vraiment quelle blague. Donc pour pallier donc, à cette censure, donc, j'ai créé une chaîne de secours sur YouTube. Donc se réveiller, c'est s'informer, chaîne secours, ça s'appelle. Donc allez vous abonner dès maintenant là-bas. Alors je sais que certains aimeraient que je quitte définitivement Twitter, YouTube et ces plateformes qui censurent. Or, de mon point de vue, la bataille se joue vraiment sur ces plateformes-là, puisque on peut en penser ce qu'on veut, bien sûr la censure est immonde, etc. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont entre guillemets endormis et qui sont là-bas, et il faut vraiment les réveiller, donc c'est pour ça qu'il faut aller les chercher et pas forcément trop s'enfermer sur Odyssey ou Rumble, même si bien sûr je continue de publier là-bas. Allez, c'est parti pour la revue de la semaine et on commence avec le Covid. Alors on commence donc avec RTL France, donc rien ne prouve que le vaccin empêche d'attraper donc la maladie ou de la transmettre. Donc on commence directement avec le sujet donc, qui m'a valu la suspension de mon compte. Donc si c'est RTL qui le dit, ça va, par contre si c'est moi qui le dis, bah, ça ne va pas. Voilà, donc à chaque fois on relaie donc, des articles, hein, l'article de RTL, et voilà, le fait qu'on montre que le vaccin n'est pas efficace, voire même dangereux, eh bien ça pose problème à YouTube. Donc voilà, 47 résidents d'EHPAD contaminés malgré la vaccination, donc ça c'est la première info. Donc 47 des 78 résidents d'un EHPAD de Meurthe-et-Moselle ont été testés positifs, alors même qu'ils avaient tous été vaccinés mi-janvier. En effet, le vaccin n'empêche pas la Covid-19, c'est écrit donc dans l'article. Rien ne prouve que le vaccin empêche donc d'attraper la maladie ou de la transmettre. Alors on nous dit la seule certitude, c'est que le vaccin Pfizer-BioNTech protège des formes graves de Covid-19. Alors là, on n'est pas d'accord parce que je vous ai déjà montré des articles avec donc des personnes qui sont décédées donc à la suite du vaccin, et là on nous dit que ça protège des formes graves. On nous le réécrit encore une fois, hein, si on n'a pas bien compris. On peut donc être vacciné mais être malade, mais avec moins de symptômes. C'est en cela que le vaccin protège. Alors on enchaîne donc Média Avenir. Il est peu probable qu'une fuite de coronavirus d'un laboratoire chinois soit à l'origine de la Covid-19 selon l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé. Elle affirme que la Covid-19 a été probablement transmise aux humains par un animal. Voilà, bon, on n'attendait pas grand-chose hein, de cette enquête concernant l'origine du Covid-19 en Chine par l'OMS. Donc ils continuent dans leur histoire de transmission par un animal, alors qu'on sait et qu'on a déjà montré beaucoup de choses qui nous laissent à penser que ce Covid est bien sorti d'un laboratoire chinois. Alors un article donc de France Soir, la vitamine C sous silence. Donc on en a déjà parlé pas mal, mais on a encore donc des articles qui sortent sur les effets donc de la vitamine C, notamment pour le Covid. Donc on nous dit pourquoi la vitamine C semble-t-elle plus efficace sur certaines pathologies graves ou critiques. On nous dit le niveau de vitamine C s'effondre littéralement chez les patients gravement malades, juste au moment où ils en ont le plus besoin. C'est probablement pour cette raison que son administration est si efficace dans ces cas-là. C'est le concept clé, plus les cas sont sévères et plus la consommation de vitamine C par l'organisme est élevée. Et donc plus son administration est efficace. Allez, on enchaîne avec Covid-19, donc Facebook qui durcit ses règles sur la désinformation au sujet de la vaccination. Donc on l'a vu, YouTube a déjà durci ses règles et désormais c'est au tour de Facebook. Donc les réseaux sociaux Facebook et Instagram ont étendu la liste des fausses informations au sujet du coronavirus et de la campagne de vaccination. Des fake news déjà interdites dans les publicités, dont le contrôle est désormais étendu aux messages. Elle comprend notamment les messages affirmant que le Covid-19 a été fabriqué par des humains, que les vaccins ne sont pas efficaces, qu'il est moins dangereux d'attraper la maladie que de se faire vacciner, ou encore que les vaccins sont toxiques ou causent l'autisme. Les personnes qui partagent ce genre de désinformation pourront être bannies, a prévu donc le groupe californien. Les administrateurs de groupe ont été informés qu'ils devront approuver les messages de membres qui ont tendance à répandre de la désinformation avant qu'ils ne soient partagés. Et sur Instagram, les comptes d'utilisateurs cherchant à décourager leurs abonnés de se faire vacciner seront plus difficiles à trouver, vous vous rendez compte ? Donc les masques doubles reviennent sur le tapis. Donc les masques doubles ou ajustés renforcent la protection contre le coronavirus.
Ce sont les conclusions des études réalisées par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies à l'issue de simulations en laboratoire qui confirment que les masques fonctionnent lorsqu'ils sont portés correctement. Voilà, on nous met bien l'image avec 2 masques. Peut-être que dans 2 ans, on en aura 8 sur la tête, ça marchera peut-être mieux. Et même chose au Canada, le port de 2 masques superposés suggéré. Voilà, donc ils sont vraiment rendus fous. Au pic de la crise, le masque était jugé inutile. Et voilà, 1 an plus tard, il faudrait vraiment en mettre 2. Voilà, puis c'est nous les covidios, comme elle dit, donc cette personne. Donc voilà, tant qu'à te foutre 2-3 muselières dans la face, arrête de respirer, tu vas être safe. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée. Et elle finit son tweet avec c'est temporaire, lol, puisque c'est vrai qu'on nous l'a vendu en tant que vraiment une mesure temporaire, mais c'est vraiment pas le cas puisque ça s'inscrit vraiment sur la durée et c'est de pire en pire. Alors le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 peut être injecté sur les personnes de plus de 65 ans selon des experts de l'OMS. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a épluché pas mal d'articles qui nous montraient que les vaccins AstraZeneca pour les plus de 65 ans étaient déconseillés puisque la balance bénéfice-risque était vraiment pas top. Il y avait plus d'effets indésirables et vraiment de complications pour ceux qui se faisaient vacciner et même des morts, que du coup, il y avait pas mal d'endroits où ils ont décidé d'arrêter ça. Mais selon l'OMS, on peut vacciner les personnes de plus de 65 ans avec le vaccin AstraZeneca. Allez, on enchaîne avec la minute de Ricardo, donc de François, la théorie du choc. Bonjour à tous. Vous savez, il y a très peu de livres aujourd'hui qui peuvent vraiment nous amener à comprendre tout ce qui se passe. Vous connaissez sûrement la théorie du choc du docteur Cameron, qui est sûrement l'un des plus grands pontes mondiaux de la psychiatrie. Vous savez, la théorie du choc, c'est une théorie bien connue. Elle consiste tout simplement à mener des expériences de lavage de cerveau pour détruire la personnalité des sujets en leur administrant ce qu'on appelle des chocs divers afin d'obtenir une page blanche. L'idée, c'est vraiment de reconditionner le libre arbitre d'un individu par la modification cognitive. L'objectif, utiliser l'onde de choc pour imposer ces théories doctrinales. Cela est utilisé par le régime de certains pays dont, je dirais, la simple évocation du nom fait aujourd'hui froid dans le dos. En tout cas, oui, jamais je n'aurais pu croire et vivre cela de mon vivant en France, dans un semblant d'indifférence, de façade générale. Je dis bien de façade car la colère gronde. Je vous en parlerai du reste demain. Ce qui se passe est un poison qui détruit, pervertit. Mais comme le dit si bien sur ma plateforme l'une de mes spectatrices qui s'appelle Véronique, elle dit « Vous allez me dire qu'il est normal de les blâmer, de les juger, de les condamner. Vous avez certainement raison. Mais j'ai plus envie de me réjouir d'être ce que je suis, en gros avec ma propre conscience, car je n'aurai pas à vivre les années futures en portant le fardeau de telles décisions. » Et vous ? Qu'en pensez-vous de tout cela ? Êtes-vous sous choc aussi ? Alors on revient avec le vaccin AstraZeneca. Donc des soignants français ayant reçu le vaccin souffrent de nombreux effets secondaires. Près de 150 professionnels de santé ont développé des syndromes grippaux après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca en France, constate l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et ces 149 déclarations de pharmacovigilance entre le 6 et le 10 février matin, mentionnant donc des syndromes grippaux souvent de forte intensité, fièvre élevée, courbature ou céphalée. Et on nous dit que la plupart des cas ont été rapportés chez des professionnels de santé d'âge moyen de 34 ans. Et on a récemment donc AstraZeneca qui a été suspendu à l'hôpital d'Arras. Ça date du 13 février. Alors on a le laboratoire guadeloupéen qui est à l'origine d'une importante découverte dans la lutte contre le coronavirus. On nous annonce que l'herbe à pic, issue de la pharmacopée traditionnelle, aurait la capacité de contrarier la reproduction des virus à ARN dans l'organisme. C'est une découverte qui fera certainement date dans l'histoire scientifique locale. Donc cette herbe à pic a la capacité d'inhiber la voie de biosynthèse de novo des pyrimidines et notamment la quatrième enzyme de cette voie, métabolique, qui est une voie indispensable et obligatoire pour la réplication du virus à ARN. En clair, l'herbe à pic aurait la capacité de rendre les cellules hôtes du virus hostiles à son développement et à sa reproduction. Alors une méta-analyse post-recovery de François, hydroxychloroquine et azithromycine efficaces pour traiter la Covid-19. Donc les résultats de la méta-analyse conduisent sur 11 études que nous estimons libres de biais critiques montrent une réduction de mortalité de 55%
pour l'hydroxychloroquine et de 66% pour l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Donc pour ces deux traitements, notre méta-analyse indique une efficacité significative dans la réduction de mortalité chez les patients hospitalisés avec le Covid-19. Et on termine avec le Covid, donc l'Estonie veut créer des passeports de vaccination pour le monde entier, donc l'OMS ne recommande pas encore les passeports de vaccination pour les voyages, ça va pas tarder, mais l'Estonie s'active déjà pour proposer un passeport que les pays du monde entier pourraient utiliser pour traverser les frontières malgré le coronavirus. Le document pourrait prendre la forme d'une carte jaune à puce. L'Estonie dispose déjà de son propre système de dossier de santé électronique contenant l'information sur les vaccins, mais la plupart des pays du monde n'en ont pas encore. Et il n'existe pas de méthode de reconnaissance mutuelle de ce genre de documents nationaux. Un accord conclu entre l'OMS et l'Estonie consiste à développer une carte jaune à puce, une version numérique d'un système de documents en papier existant permettant de prouver la vaccination contre la fièvre jaune. Selon le médecin en chef de GuardTime, donc les premiers pays commenceront à utiliser les passeports numériques au niveau national dans les semaines à venir. Voilà, donc on en a longtemps parlé de ces passeports de vaccination et c'est qu'une question de semaines désormais. Allez, on enchaîne avec les informations concernant la France. Donc le président du CNC en garde à vue soupçonné d'agression sexuelle et de tentative de viol. Donc Dominique Boutonnat, président du CNC, est accusé par son filleul de 22 ans. Il conteste ces accusations, bien entendu. C'est donc le patron du cinéma français qui est en garde à vue ce mercredi. Donc ça fait quand même beaucoup de personnalités très connues qui font face à des accusations donc de viol ou bien d'inceste. C'est vraiment incroyable ce qui se passe actuellement. Affaire d'Olivier Duhamel, donc Frédéric Millon, directeur de Sciences Po, démissionne. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment en cascade en ce moment. Donc sous pression depuis l'éclatement de l'affaire Olivier Duhamel, Frédéric Millon a démissionné de son poste de directeur de Sciences Po à Paris, ont annoncé donc BFM TV et l'AFP ce mardi 9 février. Frédéric Millon s'était quand même dit sous le choc après les révélations de Camille Kouchner, comme l'indiquait l'AFP. Il nous a confirmé qu'il n'était pas au courant et qu'il trouvait infamant donc qu'un membre du conseil puisse dire le contraire. Et donc son excuse c'est « je n'ai pas percuté ». Finalement, l'ancien auditeur au Conseil d'État a reconnu avoir été alerté des accusations visant Olivier Duhamel auprès du Monde. Frédéric Millon regrettait alors de ne pas avoir réagi après avoir été contacté par cette enseignante et de confier « je n'ai pas percuté, je n'ai pas entendu ce que cette personne cherchait à me dire ». Franchement, là, on est vraiment en train de se foutre de nous. Donc, c'est des personnes qui le côtoyaient, qui passaient beaucoup de temps avec lui, qui ont même eu donc des personnes qui étaient victimes de ces agissements qui le contactaient. Et en fait, il nous a dit qu'en fait, il n'a pas percuté, que Olivier Duhamel pouvait faire ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment la dernière défense. Alors, Patrick Balkany, qui est de nouveau mis en examen pour prise illégale d'intérêt et abus de biens sociaux. Un local appartenant à la ville de Levallois, qui n'était pas censé être exploité, a été loué à diverses sociétés. Il a été placé en garde à vue en janvier. Et il est donc visé dans une affaire de détournement de biens d'un dépôt public. Voilà, donc on aura peut-être bientôt droit à une petite danse de Balkany dans la rue. Alors, information un peu plus triste, donc on a Guillaume, donc l'étudiant de 20 ans qui avait donc accusé donc, de viol l'élu parisien Maxime Cochard, qui a été retrouvé pendu dans sa chambre d'étudiant à l'université de Paris à Nanterre. Bon, il y a quand même de quoi se poser des questions, puisque ce jeune entamait des démarches judiciaires et on le retrouve pendu, donc est-ce que c'est des pressions, des menaces qui l'ont fait en venir à ces actes-là ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose d'autre? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Alors, mauvaise nouvelle pour Macron, donc son cabinet de conseil a été condamné à 573 millions de dollars pour fraude. Le cabinet de conseil américain McKinsey, recruté par Emmanuel Macron dans sa campagne de vaccination, vient d'être condamné à payer 573 millions de dollars pour fraude dans la crise des opioïdes qui avait fait 52 000 morts aux États-Unis. Donc voilà, c'est un de ses plus importants conseillers dans la gestion de la crise sanitaire qui est épinglé par la justice américaine pour fraude. Donc on apprend donc que ce cabinet a été révélé donc dans la presse qu'il a été donc recruté par le gouvernement français pour conseiller Emmanuel Macron donc dans sa gestion de la campagne de vaccination, notamment sur la question relative à la logistique. Dans la presse, on affirme que McKinsey donc a déjà touché au moins 100 millions d'euros de l'État français. Et on nous dit donc des médecins ont été corrompus pour faire la pub du médicament. Voilà, donc on se rend compte qu'il y a vraiment des conflits d'intérêts de partout et que c'est toujours en lien avec l'exécutif. Allez, je vous passe un petit passage donc de CNews donc, qui se transforme en chaîne complotiste ces temps-ci. Ces médecins dont il parle, qui sont les mandarins, c'est l'influence de la PHP. Voilà, dont l'enfant chéri était Olivier Véran, et qui a pris le pouvoir au ministre de la Santé. Il faut le dire. C'est ça qui est important. Les autres médecins sont pas d'accord. Je vous en donne trois. Véran. Voilà, c'est le même lobby, c'est les mêmes formations. Je vous en donne la PHP. Mais là, vous visez le point sensible qui est à explorer. Si, parce que ces gens nous ont annoncé 24 décembre Noël, ça serait un drame. 31 décembre Noël, ça serait un drame. Et il y a
15 jours, Jean-François Delfrécy, qui a demandé sa démission, qui a failli démissionner la semaine dernière. Il a failli démissionner la semaine dernière. Comme personne ne l'a retenu, parce qu'il comprend que le jour où il démissionne, c'est fini, finalement il est resté. Mais il y aura 3 personnes au conseil scientifique qui vont rentrer, qui sont 3 personnes nouvelles, notamment un psy. Parce qu'on a compris... Leur lobby, ça s'appelle un lobby. Un lobby. Non, si, c'est un lobby. Et c'est pour réussir en France en médecine, il faut passer par la PHP. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, c'est ça qui te donne, c'est ça qui te donne de l'argent. C'est ça. Alors, et si t'es pas dans ce lobby, t'es dehors. Non, c'est toutes les personnes qui ont des postes clés dans l'univers de la santé en France viennent de la PHP ou ont été adoubées par la PHP. Voilà. Mais certains d'où le problème avec il va falloir maintenant s'interroger sur cette guerre absurde qui, pendant 9 mois, a fait s'affronter effectivement les médecins hospitaliers de l'HPHP aux médecins généralistes qui systématiquement ont été refoulés dans leurs cordes et que l'on n'a même pas voulu entendre quand ils disaient qu'ils pouvaient soigner. On parle de lobbies qui veulent imposer leurs lois aux politiques et qui agissent en réseau, de Karine Lacombe à Delfrécy, à Pialou, etc. et tous ces gens que vous avez vus sur les plateaux. Ces gens, factuellement, sur les 15 derniers jours, se sont trompés. Donc voilà, comme nous le dit Silvano, ils viennent de comprendre que leurs invités sont liés au lobby de Big Pharma et qu'ils ne racontent donc que des mensonges. Voilà, on avance un petit peu. Alors je voulais vous partager ce lien, donc c'est Manifeste Liberté, donc les médecins engagés. Donc il y a la liste en fait de 30 000 médecins donc, qui vous soigneront. Donc, et qui vous laisseront pas avec un Doliprane à la maison. Donc voilà, vous pouvez regarder aussi si vous avez donc des médecins qui sont donc dans votre secteur et puis si vous en avez besoin, bah là vous avez vraiment toutes les informations. Allez, petite réflexion donc de Pascal Besse. Donc c'est autorisé par la loi d'assassiner donc un bébé de 9 mois suite à la loi bioéthique. Et par contre, si tu te promènes sans masque, tu es désormais considéré comme un criminel. Voilà, réveillez-vous, elle nous dit. Mais c'est vrai que c'est un peu le paradoxe qu'il y a actuellement. Alors, information de Reuters, donc, il n'y aura pas de passeport sanitaire au Royaume-Uni, viennent de confirmer les autorités. C'est un pays indépendant. Pour la France, ce sera bien plus compliqué d'y échapper, car l'UE le veut absolument, donc Frexit selon Florian Philippot. Dans la même idée, donc on a Silvano qui nous dit « J'entends encore des politiques vouloir le passeport vaccinal. Soit ils sont idiots, soit ils œuvrent pour Big Pharma. » Car être vacciné n'empêche nullement d'être contaminant, on l'a vu tout à l'heure, c'est les fabricants eux-mêmes qui l'écrivent. Alors, à quoi jouent-ils ? Allez, on enchaîne avec un article de François donc, qui parle donc, du Figaro. Donc Étienne Moujotte, donc quand vous êtes à la tête d'un journal comme le Figaro, c'est de la presse d'opinion. Donc l'ancien grand patron de TF1 et du Figaro revient sur sa carrière de journaliste et sur ses affinités politiques. Alors interrogé par Paris Match sur la nécessité ou non de faire du journalisme apolitique, Moujotte estime que la question ne se pose pas aussi simplement. Quand on est journaliste dans une télévision d'État, être apolitique est un combat. À l'inverse, quand vous êtes à la tête d'un journal comme le Figaro, vous changez de catégorie. Selon lui, le Figaro, dont il a tenu les rênes de 2007 à 2012, est de la presse d'opinion. Être apolitique serait un contresens, juge-t-il. Voilà, donc c'est ceux qui ont dirigé ces grands médias qui nous disent que finalement, en fait, ils sont politisés. Alors en France, donc l'Assemblée nationale se prononce en faveur de la prolongation donc de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin, avec 278 votes pour et 193 contre. Allez, on va parler un petit peu des étudiants. Donc voilà le fameux repas à 1 €, donc la mesure phare d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est quelqu'un qui tweet, qui nous dit 3 heures de queue au Crous de Metz pour ce repas qui pèse 200 grammes. Vous vous foutez vraiment de notre gueule avec votre repas à 1 €. Voilà, donc de ce qu'on voit, ça a quand même l'air très peu en termes de nourriture, et puis surtout la qualité a pas l'air d'être top, on dirait donc les nouilles chinoises un petit peu là. Mais le pire, c'est que ça, c'est instrumentalisé à l'heure actuelle. En effet, on a cet article de Libération. Donc si ce revenu existait aujourd'hui, on ne verrait pas les étudiants faire la queue à la soupe populaire et renoncer à tout rêve d'avenir. Le titre, c'est « Qu'attendons-nous pour expérimenter le revenu universel ?» Donc belle stratégie, on met les jeunes dans la merde pour ensuite leur proposer le revenu universel pour que tout le monde l'accepte. C'est juste un scandale que les médias instrumentalisent donc la détresse des étudiants pour promouvoir le revenu universel. Allez, on enchaîne avec Madame Vonner donc, qui nous répond pourquoi la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise du Covid-19 a été supprimée. Elle en parle sur Sud Radio. J'en profite pour dire que là aussi, le seul endroit où nous pouvions discuter et auditionner des personnalités telles que le président de l'Ordre national des médecins, cette commission a été supprimée. D'ailleurs, totalement supprimée, c'est-à-dire qu'elle a rendu... Il n'y a plus de commission parlementaire. La commission parlementaire, qui était une mission d'information, qui a été tout de suite mise en place au début de la crise sanitaire en 2020. Cette commission s'est auto-saisie pour devenir une mission d'enquête. La mission d'enquête a rendu ses conclusions fin d'année 2020, mais il était tout à fait
question de maintenir absolument l'existence Puisque de la cette crise est mission. encore là. Voilà, Donc, de la oui. mission d'information jusqu'à ce que la crise s'arrête. Et les députés de la majorité, qui, comme son nom l'indique, sont majoritaires, ont décidé la suppression de cette mission d'information. Je m'en suis d'ailleurs, j'ai écrit un courrier. Quand cette suppression C'est-à-dire qu'on s'est quitté au moment de la suspension des travaux parlementaires fin décembre, et elle devait se remettre au travail maintenant, et ça n'a pas été fait. Donc les députés de la majorité ont voté en décidant qu'elle n'était plus utile. Donc pour moi, c'est vraiment... Oui, c'est intéressant, et là aussi, ça questionne. Et donc, j'ai écrit un courrier au président de l'Assemblée nationale, qui a démontré mardi qu'il n'était pas tout à fait, on dira, à mon écoute, même dans l'hémicycle. Et ce courrier a été co-signé par bon nombre de députés de façon transpartisane, et on s'interroge, en effet, nous aimerions que cette mission d'information puisse à nouveau exister. Pourquoi cette commission a été supprimée? C'est intéressant. Aucun argument. Voilà, donc ils sont tellement fiers d'eux qu'ils suppriment les commissions d'enquête pour juger la gestion de la crise du Covid-19. Allez, on a François Asselineau qui nous transmet une information, donc on a Macron qui prend ses instructions chez Bill Gates. Au même moment, ceux qui dénoncent le poids extravagant pris par une personne privée comme Bill Gates, dont la géopolitique mondiale et en Afrique se font traiter de complotistes. Donc Macron avait tweeté sur l'initiative ACTA, en particulier donc l'accès des pays sur l'initiative ACTA, en particulier l'accès des pays en développement aux réponses à la pandémie, sur le financement durable des économies africaines, sur l'égalité femmes-hommes. J'ai eu un échange productif ce soir avec Bill Gates et Melinda Gates. Allez, nouvelle information contradictoire. Donc coronavirus, à la rentrée, des étudiants auront cours dans les salles de cinéma à Anglette. Donc les salles de cinéma vont être transformées en amphithéâtre après les vacances scolaires, une demande donc de la faculté, afin de permettre aux étudiants d'avoir des cours en présentiel. Donc on n'a pas le droit d'aller dans des salles de cinéma pour regarder un film. Par contre, donc pour faire des cours en présentiel avec des étudiants, ça c'est possible. Alors je dis pas, je suis content pour les étudiants qui puissent avoir donc des cours en présentiel. C'est juste que le narratif qu'on nous colle, comme quoi il faut pas se rassembler dans des salles de cinéma parce que c'est dangereux de regarder un film. Là ils sont en train de nous dire que c'est moins dangereux donc de donner un cours dans une salle de cinéma. Allez, on revient rapidement donc sur la suspension de la vaccination AstraZeneca. Donc là, c'est à Saint-Lô. Donc 20 soignants avec des effets secondaires. Donc jeudi 11 février, l'hôpital mémorial de Saint-Lô suspend la vaccination de son personnel soignant après de nombreux effets secondaires détectés. Sur la cinquantaine de personnels vaccinés, c'est donc un peu moins de la moitié qui souffrent de fortes fièvres, dont certaines frôlent les 40 degrés. D'autres effets secondaires existent. Certains soignants sont en arrêt maladie. On nous dit donc, afin de gérer les désagréments dus à d'éventuels effets secondaires liés à cette vaccination, celle-ci a été suspendue momentanément aujourd'hui, le temps de revoir les plannings. Mais l'OMS continue de nous dire qu'on peut faire vacciner donc les personnes à risque donc avec le vaccin AstraZeneca, et on a même nos ministres qui se font vacciner avec ce vaccin-là. Allez, on a Gabriel Attal pour prêcher la bonne parole présidentielle auprès des jeunes. Le porte-parole, donc Gabriel Attal, aura bientôt son propre studio à l'Elysée pour faire des lives sur les réseaux sociaux avec des influenceurs. Voilà, donc des petits lives endoctrinement vont être mis en place donc avec Attal. C'est juste n'importe quoi. Allez, Florian Philippot qui nous dit donc par respect des électeurs, quand deux responsables politiques pro-UE débattent, il devrait commencer par dire voici les sujets qu'on exclura du débat, car de toute façon, ce n'est pas nous qui décidons mais l'UE. Ça retirerait 80% des sujets, mais au moins ce serait honnête. Et dans la même idée, on a François Asselineau donc qui nous dit les médias ont présélectionné pour vous en 2022 Macron, pro-Union Européenne, pro-Espace Schengen et pro-OTAN, Le Pen, pareil, Bertrand, pareil, Hidalgo, pareil, et Mélenchon, pareil. En effet, on apprend que Marine Le Pen, après avoir renoncé au Frexit et à la sortie de l'euro, entend désormais maintenir Schengen. Allez, un petit article donc de François de l'urgence d'être complotiste, publié donc le 12 février. Donc quand je me suis aperçu que dans ce pays, le simple fait de mettre en doute une information qui ne tire sa légitimité que d'être labellisée parole officielle, et d'être répétée en boucle dans les médias suffisait à faire de vous un complotiste, j'ai pensé que le mieux était encore d'en devenir un pour de bon. À moins d'être totalement naïf ou d'être prisonnier d'un système qui vous garantit à la fois le confort de la pensée et la position sociale, qui peut en toute honnêteté se convaincre que, par son ampleur planétaire, la situation actuelle ne soulève pas un minimum de questions, n'est-il pas normal et légitime de se demander pourquoi une maladie infectieuse qui a perdu beaucoup de sa virulence depuis le printemps 2020 est devenue l'unique sujet de préoccupation du gouvernement et des médias dominants,
tandis que les ravages collatéraux de cette crise sont systématiquement laissés aux oubliettes. Pourquoi les traitements efficaces permettant de guérir du Covid ont été dénigrés et même interdits, alors qu'en même temps on prétend en haut lieu tout faire pour protéger les plus fragiles? Pourquoi pas une seule fois un ministre ou un médecin de plateau télé n'a cru bon de donner aux Français des recommandations pour stimuler leur défense immunitaire, qui sont tout de même le meilleur rempart contre la maladie? Pourquoi une solution aussi hasardeuse que la vaccination de masse, aux conséquences sanitaires parfaitement imprévisibles, est promue au rang de solution miracle au mépris de toutes les mises en garde émanant de nombreux médecins et chercheurs courageux et indépendants? Pourquoi enfin toute pensée, toute réflexion qui ne se conforme pas au dogme officiel est systématiquement exclue du champ médiatique quand elle n'est pas purement et simplement criminalisée? Je le répète, si le simple fait de se poser des questions que tout citoyen est en droit et même en devoir de se poser est un signe de complotisme, alors c'est que l'heure est venue de revendiquer ce terme et d'en assumer les implications. Car outre qu'il pose les questions qui le dérangent, le complotiste a fâcheusement tendance à vouloir trouver des explications et émettre des hypothèses. Certaines bien sûr sont farfelues, mais on ne doit normalement pas craindre cela quand on est en démocratie. Cela s'appelle le pluralisme ou encore la liberté d'expression. On nous pose cette question, est-il par exemple farfelu ou déraisonnable de penser que les élites qui dominent le monde, grands États, GAFA, multinationales, puissances financières, font des projets ? Qu'elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour donner au monde et aux populations l'orientation la plus favorable à la pérennisation et au renforcement de leur position dominante ? Et que, ce faisant, la défense de leurs intérêts communs les amène à unir leurs forces au sein d'une gouvernance de plus en plus ouvertement mondialisée. Ne peut-on pas suggérer que la crise sanitaire et la perspective vaccinale qui l'accompagne sont une remarquable occasion pour ces élites ? Voilà, donc je vais pas tout vous lire parce que c'est assez long, mais en tout cas l'article est vraiment très bien fait et je vous ai sélectionné les passages qui me paraissaient les plus intéressants. Allez, on termine avec un article qui date du 4 octobre 2020, mais ça remet un petit peu en perspective avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Macron et Bill Gates. Donc exclusif, Microsoft a touché 200 000 € de l'État pour contrôler les données de santé de 67 millions de Français. Les données des Français sont désormais entre les mains des Américains, ce qui représente une réelle menace à la vie privée des citoyens. On nous dit le gros souci qui a fait réagir un collectif d'entreprises et d'associations qui a saisi le Conseil d'État est que les bases de données seront hébergées par le géant américain Microsoft, un choix qui dérange au moment où le gouvernement français parle de retour à la souveraineté nationale. L'autre problème souligné par France Info est l'absence de transparence dans le choix de Microsoft. Enfin, on nous dit que ces données sont susceptibles d'être piratées. Allez, on enchaîne avec les informations dans l'Europe et dans le monde. Donc voilà, donc les flics qui en ont marre donc des confinements stupides qui font une bataille de boules de neige au lieu de verbaliser. Donc ça c'était à Amsterdam, donc des images plutôt sympas, donc de la police qui ne porte pas de masque en plus et qui s'amuse avec la population plutôt que de les verbaliser. Alors aucun confinement au Maroc depuis mi-juin, cafés, bars, restos, etc. ouverts, port du masque respecté à 50% et mal porté. L'épidémie est en grande baisse depuis mi-décembre. Depuis mi-janvier, je n'ai vu dans mon cabinet que quelques cas Covid-19, ça donne à réfléchir sur le confinement. Alors pourquoi jamais un mot sur l'Inde qui soigne les malades et qui voit l'épidémie chuter de façon vertigineuse, sans restriction? Ça n'intéresse pas Véran et les médecins de plateau télé, 10,5 fois moins de morts par habitant qu'en France. Donc voici les données. Allez, la catastrophe qui continue en Suède, donc sans masque, sans confinement, sans couvre-feu, sans méga récession, sans dépression, où tout est ouvert, décès sur 7 jours, moins 32,7% en Suède, décès sur 7 jours, plus 2,2% en France, verrouillé, masqué, en hyper-récession. Quand est-ce qu'on rouvre ? Allez, cybersécurité, plus de 3 milliards de mots de passe Gmail et Hotmail diffusés en ligne. Donc il y a eu un piratage et désormais un moteur de recherche a été mis en place pour vérifier si vos données ont été divulguées ou non. Certains redoutent déjà la plus grande collection de données de connexion volées, jamais partagées en ligne. De fait, la semaine dernière, ces milliards d'identifiants de connexion à des sites tels que Netflix, LinkedIn, Gmail ou encore Hotmail ont fuité sur des forums de piratage. Les hackers ont accumulé 15,2 milliards de comptes piratés et plus de 2,5 milliards d'emails uniques d'après les rapports de Cybernews. Au moins une partie de vos données est presque certainement prise en compte dans cette faille. Incroyable. Allez, les futurs avions de combat, donc tension avec l'Allemagne et donc la France, donc avions de combat européens, l'Allemagne réclame l'accès au secret industriel de Dassault. Quelle surprise, l'Allemagne se fiche de la coopération, elle a une stratégie nationale qui passe par l'anéantissement de ses concurrents. Macron nous vend. En effet, l'Allemagne aimerait mettre la main sur certaines technologies mises au point par Dassault pour les utiliser dans d'autres programmes.
Pour Dassault Aviation et Airbus, il n'en est pas question. Même Macron, lui, va sûrement l'autoriser. D'ici à quelques semaines très proches, nous aurons levé les derniers points qui demeuraient et j'ai ensuite bon espoir que d'ici au printemps, on puisse arriver aux validations administratives et politiques qui sont attendues pour tenir le calendrier et nos ambitions. Allez, Greta Thunberg qui publie brièvement par erreur un document lui indiquant quoi poster sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est marionnette Greta. Donc la militante écologiste voulait se prononcer sur les actuelles manifestations agricoles en Inde, mais a publié son fil conducteur des posts à faire. Donc l'activiste suédoise a tenté de se mêler de ces conflits, mais elle a accidentellement partagé un document qu'elle a appelé boîte à outils, détaillant une liste de messages suggérés concernant les manifestations agricoles en Inde. C'est le New York Post qui l'a révélé, donc cette liste donnerait des conseils sur les prochains tweets à poster. Le document indiquerait à la militante de repartager et mentionner des célébrités qui tweetent sur le même sujet. C'était d'ailleurs le cas de la chanteuse Rihanna, qui s'était interrogée en partageant un reportage de CNN sur des coupures internet. Et désormais, Greta Thunberg fait face à une enquête pour conspiration criminelle. Alors on se rend compte quand même, là c'est une grosse information, que donc Greta Thunberg est bien une marionnette, et puis qu'on donne à des personnalités comme ça des boîtes à outils. Il y a des gens qui donnent donc des aides pour des tweets, des aides aussi pour se lier avec d'autres célébrités qui font exactement la même chose. On se rend compte que c'est de la corruption et du trafic d'influence. Allez, terrorisme, donc le leader d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique arrêté au Yémen. Donc l'arrestation donc de Khalid Batarfi qui remonte à octobre 2020 a été rendue publique ce jeudi par un rapport de l'ONU. C'est un coup porté donc à la nébuleuse terroriste Al-Qaïda, donc son leader dans la péninsule arabique a été arrêté en octobre 2020 au Yémen. Il s'agit donc de la première confirmation officielle de cette arrestation évoquée en octobre dans des informations non confirmées par les enquêteurs du site Intelligence Group. Allez, Gilles Grapinet, donc la pandémie va accélérer la disparition du cash en Europe. On sait qu'un des projets de l'élite donc c'est d'enlever un maximum donc l'argent liquide, puisque c'est de l'argent qui n'est pas traçable, on ne peut pas savoir ce que vous en faites, et pour le remplacer par de l'argent numérique, où là, contrairement à l'argent liquide, eh bien on va pouvoir tracer et suivre tout ce que vous faites avec votre argent. Et là on se rend compte que le Covid-19 arrive à point nommé encore pour ça. En effet, l'argent liquide, c'est un sujet Covid, parce qu'ils vont nous expliquer qu'on va se transmettre des pièces ou bien des billets de main en main, et que du coup, ce n'est pas du tout en lien avec la crise sanitaire. Du coup, ils vont vouloir vraiment remplacer ça par donc le paiement par carte, le paiement sans contact et le paiement aussi par téléphone. Par contre, il faudra qu'on nous explique pourquoi les bornes où on fait notre code pour payer par carte ne sont jamais désinfectées. Allez, article de François, donc Allemagne, le ministère de l'Intérieur a influencé des scientifiques pour justifier les mesures Covid. Le journal allemand du dimanche, donc Welt, dispose de longs échanges montrant que dans la première phase sévère de la pandémie, le ministère de l'Intérieur a fait interférence avec les chercheurs. Ces derniers ont fourni des résultats aménagés permettant de dramatiser un rapport secret du ministère. Il a chargé les chercheurs de l'Institut donc et d'autres institutions de créer un modèle de calcul sur la base duquel le ministère de l'Intérieur voulait justifier des mesures corona sévères. Cela ressort donc de plus de 200 pages de correspondance interne entre le cabinet opérationnel du ministère de l'Intérieur et les chercheurs. Dans un échange de courrier électronique, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur demande aux chercheurs contactés d'élaborer un modèle sur la base duquel des mesures préventives et répressives peuvent être envisagées. Un scénario du pire a été calculé selon lequel plus d'1 million de personnes en Allemagne pouvaient mourir du coronavirus si la vie sociale devait continuer comme avant la pandémie. Les manifestations au Danemark, donc on en a assez, crient des citoyens en colère qui manifestent contre la dictature sanitaire. On continue en Italie avec donc tout qui est ouvert depuis plus d'une semaine, y compris restos, musées, etc. Donc les médecins de ville traitent, l'hydroxychloroquine est autorisée et le nombre de réa Covid donc ne cesse de baisser, passant de 2615 le 10 janvier à 2107 hier. En France, 2629 le 10 janvier et donc on constate encore une augmentation, 3272 le 7 février. Allez, info de RTBF, donc un revenu de base pour tous en Belgique. Vous voyez que ce n'est pas une préoccupation seulement française, c'est vraiment une préoccupation mondiale. Donc là, on est en train d'en parler maintenant en Belgique aussi, du revenu de base, donc du revenu universel. Alors le Québec qui pense à exiger des preuves de vaccination pour certaines activités. Se rendre au Centre Bell, prendre l'avion, aller au cinéma, toutes ces activités pourraient nécessiter une preuve de vaccination dans le futur. En tout cas, Québec a admis mercredi être en train de regarder les options pour mettre ça en place. La ministre de la Santé en Ontario a indiqué cette semaine que des preuves de vaccination pourraient être exigées pour pouvoir aller au travail, voyager ou visiter les théâtres et cinémas.
On nous pose la question, le Québec peut-il obliger la vaccination? Et on nous dit c'est possible, comme le stipule l'article 123 de la loi sur la santé publique. Alors on a un avocat qui nous dit leur conviction en parlant des anti-vaccins, d'avoir le droit à la liberté peut-elle prévaloir au droit à la vie et à la sécurité des autres garantis par la charte? Il y aura une bataille qui n'est pas farfelue, mais les anti-vaccins vont la perdre. Voilà, donc pas des très bonnes informations donc, qui nous arrivent du Québec. Courage à eux. Alors on a la Russie qui dénonce les tentatives féroces de l'Occident de la transformer en un pays obéissant. Selon Sergueï Lavrov, toutes les tentatives de la Russie pour devenir indépendante se heurtent à une résistance de plus en plus féroce de l'Occident qui veut la rendre obéissante afin de promouvoir ses propres intérêts. On sait que l'État profond ne veut absolument pas de nations indépendantes qui puissent prendre des mesures de leur plein gré, et on nous dit donc toutes les tentatives de la Russie pour devenir indépendante, pour défendre son droit à une politique étrangère indépendante, pour défendre le droit international, se heurtent à une résistance donc de plus en plus féroce. Ils veulent nous forcer à accepter ces interprétations très douteuses et des valeurs humaines universelles qu'ils professent eux-mêmes et qui contredisent la tradition culturelle russe, nos traditions civilisationnelles, a déclaré le ministre. Donc on se rend compte que la Russie est un des seuls pays actuellement qui veut vraiment se battre donc contre ces lois qui sont un petit peu imposées. Eux, ils préfèrent donc être indépendants et vraiment rester donc sur leur tradition et leur culture et ne pas se faire imposer une autre culture qu'ils n'ont pas décidé. Et donc ça crée beaucoup de problèmes donc avec notamment l'Union européenne. La Russie qui dit donc qui veut la paix prépare la guerre. Donc la Russie annonce être prête en cas de rupture des relations avec l'Union européenne. Moscou est prêt en cas de rupture des relations diplomatiques avec l'Union européenne, a déclaré ce vendredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il nous dit « Nous y sommes prêts, nous le ferons si nous voyons, comme nous l'avons senti plus d'une fois, que des sanctions sont imposées dans certains secteurs qui créent des risques pour notre économie, y compris dans des sphères sensibles. Nous ne voulons pas nous isoler de la vie internationale, mais il faut s'y préparer. Puisqu'en effet, il y a de nouvelles sanctions qui sont en vue pour la Russie. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne donc, a annoncé après sa visite à Moscou la possibilité de nouvelles sanctions. Il s'est dit préoccupé par les choix géostratégiques des autorités russes. Voilà, donc il y a vraiment un bras de fer qui est en train de s'installer donc entre les nations qui veulent rester souveraines et puis celles qui se sont vraiment soumises. Allez, Facebook qui est poursuivi au Royaume-Uni pour perte de contrôle des données des utilisateurs. BBC News rapporte que le géant des médias sociaux Facebook est poursuivi donc pour perte de contrôle des données d'environ 1 million d'utilisateurs en Angleterre et au Pays de Galles. Le procès était lié au scandale Cambridge Analytica, où les données récoltées auraient été utilisées pour la publicité pendant les élections. Alors une entreprise de Bill Gates qui vise à pulvériser de la poussière dans l'atmosphère pour bloquer le soleil. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est Forbes qui nous informe là-dessus. Donc on en a déjà parlé, mais là on a des nouvelles informations. Donc le fondateur milliardaire, donc Bill Gates, donc de Microsoft, soutient financièrement le développement d'une technologie de gradation du soleil qui reflèterait potentiellement la lumière du soleil hors de l'atmosphère terrestre, déclenchant un effet de refroidissement global. L'expérience de perturbation stratosphérique contrôlée, lancée par les scientifiques de l'université de Harvard, vise à examiner cette solution en pulvérisant de la poussière de carbonate de calcium non toxique dans l'atmosphère, un aérosol réfléchissant le soleil qui peut compenser les effets du réchauffement climatique. On nous dit que Scopex fera un petit pas dans ses premières recherches en juin près de la ville de Kiruna, en Suède, où la société spatiale suédoise a accepté d'aider au lancement d'un ballon transportant du matériel scientifique à 20 km de haut. Voilà, donc là encore, est-ce qu'on a voté pour Bill Gates? Est-ce qu'on a eu un référendum qui nous demandait si on était d'accord pour cette mise en place de cette technologie et puis aussi de priver et de réduire encore donc le soleil pour les populations, sachant qu'en plus, on est tous en carence de vitamine D. Allez, au Brésil, une victoire décisive du président Bolsonaro au Congrès. Donc les candidats soutenus par le président ont été largement élus à la tête des deux chambres à Brasilia. Le chef de l'État voit ainsi s'éloigner le risque donc d'ouverture d'un processus de destitution. Et on termine avec une information assez hard. Donc selon Elon Musk, Neuralink pourrait implanter des puces informatiques dans le cerveau humain dès cette année. On sait que Neuralink a déjà fait des expériences notamment sur des animaux et désormais donc ils vont se lancer pour des essais sur l'homme d'ici la fin 2021. Les implants de la puce peuvent lire et écrire l'activité du cerveau. C'est juste incroyable ce qu'on nous propose comme monde, hein. Allez, on enchaîne avec les informations américaines. Donc André Berkoff, quand on en arrive à organiser un procès en destitution de Donald Trump,
alors qu'il n'est plus président depuis près d'un mois. Cela prouve éloquemment donc qu'aux USA comme ailleurs, le poisson pourrit par la tête. Donc le Pentagone qui déploie donc ses bombardiers stratégiques en Norvège pour envoyer un message à Moscou. À peine 3 semaines après la prise de fonction de Biden, la nouvelle administration confirme nos analyses. Dans la main de Wall Street et du complexe militaro-industriel, les démocrates lancent une dangereuse escalade guerrière contre la Russie et la Chine. Hélas, la France va suivre les États-Unis, l'Europe et l'OTAN, nous dit François Asselineau. Allez, affaire Epstein, donc la justice refuse de conserver une partie de la déposition de Maxwell secrète. La juge estime que Ghislaine Maxwell n'a qu'un intérêt minimal à garder privée une partie de sa déposition faite en 2016. L'accusée fait face donc à une accusation de parjure eu égard à un massage qu'elle aurait fait donc à Jeffrey Epstein. Donc à l'époque, Maxwell avait notamment affirmé qu'elle n'avait jamais fait de massage à Jeffrey Epstein, ce qui constituerait un parjure au regard du droit américain. Comme le rapporte Madame Figaro, l'accusé avait tout fait pour empêcher la publication de ce document judiciaire, mais une grande partie de ce document avait finalement été rendue publique le 22 juillet 2016 dans le cadre de son procès. Ghislaine Maxwell est inculpée de 6 chefs d'accusation, dont trafic de mineurs, incitation à la prostitution, sur une période allant de 1994 à 1997 et accusée d'avoir menti sous serment en 2016 dans le cadre d'une procédure civile. Détenue dans une prison de Brooklyn, l'accusée s'est vu refuser une remise en liberté sous caution par le tribunal de New York le 29 décembre 2020. La juge fédérale de Manhattan avait estimé que l'accusé pouvait tenter de fuir pour échapper à la justice. Allez, on a Jay-Z et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui veulent faire du Bitcoin la monnaie d'Internet. Le Bitcoin s'est trouvé 2 nouveaux ambassadeurs de poids. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et le rappeur et producteur Jay-Z ont annoncé le lancement d'un fonds doté de 500 Bitcoins, soit plus de 20 millions d'euros au cours actuel, destiné au développement de la crypto-monnaie, notamment en Afrique et en Inde. On a Facebook qui a aidé les forces de l'ordre à identifier les émeutiers de Make America Great Again en surveillant l'agression en temps réel et a ensuite identifié les personnes qui ont publié des photos et des vidéos au Capitole. On se rend compte vraiment que Facebook est politisé puisque lorsqu'il s'agit de Trump, elle met tous les bâtons dans les roues possibles. Par contre, quand c'est Biden, il n'y a aucun problème. On nous dit que le géant des médias sociaux a aidé les autorités, même après la fin de l'attaque, à traduire en justice les responsables de l'émeute du 6 janvier. Par contre, quand il s'agissait des affaires de Biden et de son fils de Hunter Biden, eh bien tout était carrément supprimé sur ces plateformes-là. Allez, Donald Trump, dont le compte Twitter avait été supprimé par les événements du Capitole, restera banni pour toujours, même s'il devait se représenter à la présidentielle de 2024, a indiqué Ned Segal, le directeur administratif et financier de Twitter. On voit à quel point ils ont peur de ce personnage. Alors on a le PDG de Facebook, donc Zuckerberg, qui est accusé d'avoir payé des juges électoraux, d'avoir payé des fonctionnaires électoraux qui sont montés à bord de Windows pour compter dans les salles. Donc selon un nouveau rapport, donc des centaines de millions de dollars du fondateur de Facebook ont été utilisés pour violer les lois électorales aux États-Unis. Quand tout ça va se rendre dans la justice ou bien dans les tribunaux militaires, franchement je pense que ça va faire très très mal pour l'ingérence étrangère. Allez, une société américaine qui va verser $100 à chaque employé vacciné contre le Covid-19. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, vous êtes fortement incité, même incité financièrement à vous faire vacciner. Donc c'est l'entreprise Kroger Co. qui encourage donc ses salariés à se faire vacciner contre le Covid-19 en échange d'une récompense. Voilà, les gens ne veulent tellement pas se faire vacciner qu'on va les payer pour qu'ils se fassent vacciner. Alors article de RT France, le gouverneur démocrate de l'État de New York soupçonné d'avoir manipulé les chiffres du Covid-19. Les opposants du gouverneur démocrate de l'État de New York dénoncent une manipulation des chiffres concernant le nombre de décès liés au Covid-19 après la publication d'un rapport évoquant la dissimulation de certaines données. Les opposants donc appellent à cette démission après la publication d'un rapport selon lequel son administration aurait sciemment dissimulé des données concernant les décès liés au Covid-19 dans les maisons de santé de son État pendant le pic de la crise sanitaire. Alors on a la protection de la garde nationale au Capitole des États-Unis qui a coûté aux contribuables près de 500 millions de dollars. C'est donc le coût de ces 26 000 soldats de la garde nationale pour sécuriser le Capitole, donc à la suite de l'émeute donc du 6 janvier. Alors article très intéressant donc sur LifeSite News qui nous dit Trump remporte des poursuites électorales au cas où vous ne l'auriez pas entendu. Ça date du 4 février 2021. Et donc on va se rendre sur le site des décodeurs puisqu'ils l'ont traduit en français, donc merci à eux. Donc on nous dit voici la ligne du parti en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2020 agressivement promue par les médias d'entreprises américains et la Big Tech. Donc par la Big Tech, ils entendent surtout Facebook et Twitter. Il n'y a pas eu de fraude électorale parce que les tribunaux l'ont dit.
Les deux affirmations sont fausses, non seulement discutables, mais totalement fausses. La plupart des gens savent maintenant que les médias d'entreprise américains et la Big Tech ont supprimé de manière agressive et punitive une discussion ouverte sur les éventuelles irrégularités électorales. On nous dit rien n'est plus éloigné de la vérité. Comme l'a découvert le physicien John Droz, ils ont réalisé un rapport de synthèse intitulé 2020 Poursuites liées à l'intégrité donc des élections présidentielles. Donc qu'est-ce qu'ont trouvé donc cette équipe et ce rapport? Donc ce rapport on nous dit sur un total de 80 poursuites, 34 ont été soit retirées, soit regroupées avec d'autres poursuites, soit rejetées en raison de problèmes juridiques tels que l'absence de qualité pour agir, le moment choisi ou la compétence. Les juges qui ont rejeté les poursuites n'ont jamais entendu les preuves réelles d'irrégularité et ou de fraude électorale car ils n'ont pas permis qu'elles soient présentées dans leurs tribunaux. De telles affaires ne peuvent donc pas être considérées comme perdues par Trump, elles sont plutôt la preuve de l'incapacité de notre système judiciaire à s'attaquer réellement à la fraude électorale en cette période de crise nationale. En effet, sur les 46 procès restants, 25 sont toujours en cours, de sorte que le vainqueur et le perdant de ces procès n'a pas encore été déterminé, tandis que 21 ont été complètement jugés. Il s'agit d'affaires dans lesquelles le tribunal a entendu les arguments, examiné les preuves pertinentes, puis a rendu une décision formelle sur le fond. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que sur ces 21 affaires, Trump en a gagné 14 et en a perdu 7. En d'autres termes, Trump a remporté les 2/3 des affaires qui ont été jugées par les tribunaux à ce jour. Ne vous attendez surtout pas à entendre cela au journal télévisé du soir. Donc félicitations à John Droz et à son équipe pour avoir contribué à l'éducation du public sur les efforts juridiques en cours pour assurer l'intégrité des élections. Je pense que tout le monde comprend que si l'on peut nous escroquer notre vote, nous ne vivons plus dans une démocratie. Voilà, donc cet article est vraiment très bien fait et surtout le rapport qui a été réalisé donc par Droz et son équipe, félicitations à eux, parce qu'ils nous rendent compte qu'en fait, malgré le fait que les médias ne parlent plus du tout de fraude électorale, eh bien il y a encore des enquêtes en cours, il y en a qui sont gagnées par Trump, mais ça on n'en entend jamais parler. Donc ça nous annonce vraiment que le combat n'est vraiment pas terminé. D'ailleurs, une conspiration contre Trump, le Time révèle les dessous d'un vaste plan contre Donald. Donc les opposants à Donald Trump se lâchent et ne se cachent même plus donc des sombres manœuvres entreprises pour empêcher que l'ancien président des États-Unis ne fasse un second mandat à la Maison-Blanche. Ce qui ressemble bien à une vaste conspiration commence à émerger dans la presse mainstream, racontée en détail par des protagonistes fiers d'eux-mêmes. Le Time, dans un article du 4 février dernier intitulé « L'histoire secrète de la campagne fantôme qui a sauvé les élections de 2020 », décrit ce qui s'est passé, recueillant les témoignages de toutes les figures clés du plan. On nous dit que Donald n'a pas eu tort de parler de conspiration contre lui. Dans son étude, le Time relate une histoire interne sans précédent et dramatique d'un effort extraordinaire visant à garantir que le vote soit libre et équitable. En pratique, l'existence d'un complot contre Trump est admise, mais orchestrée afin de protéger les institutions américaines. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que de plus en plus d'informations sortent sur la fraude. Donc là, le dernier rempart, la dernière défense qu'ils ont, c'est « Ok, il y a eu un complot et on a triché, mais c'était en fait pour protéger les institutions américaines et rester en démocratie pour éviter que le dangereux Trump soit président. » C'est incroyable. L'article souligne qu'il y a eu un effort coordonné d'une durée de plus d'1 an pour arrêter Trump depuis l'automne 2019. Il en ressort qu'il s'agit d'une collusion de syndicats, d'hommes d'affaires, de médias, de grandes technologies et de mouvements de protestation des droits civiques avec l'un des deux partis en liste, le Parti démocrate, des intérêts politiques et économiques puissants et très différents qui ont agi à l'unisson contre un candidat, Trump. On nous dit que les grands réseaux sociaux, Twitter et Facebook se sont impliqués dans le plan depuis sa création en novembre 2019, lorsque Mark Zuckerberg et Jack Dorsey ont rencontré les militants progressistes pour concevoir une stratégie contre les fausses nouvelles. On a vu comment ce mécanisme fonctionne dans la pratique, compte de Trump suspendu, actualité supprimée, doute sur la fraude électorale directement censurée par les réseaux sociaux, ou les notifications persistantes de zélés, vérificateurs de faits indépendants qui contestent tout ce que les utilisateurs disent en faveur de Trump. On nous dit que le mouvement Black Lives Matter a été particulièrement crucial sur de nombreux points de vue. D'abord parce qu'il a permis la mobilisation de nombreux militants, devenus opérateurs et scrutateurs dans les bureaux de vote et des services d'ordre intimidants. On se rend compte qu'encore une fois, le mouvement Black Lives Matter était bien une partie donc de l'état profond et une partie du plan donc qui était réalisé, et que tout en fait s'imbrique pour le fait donc de vouloir vraiment empêcher Trump d'être président. Donc on nous dit dans ce plan organisé par Poderzer et compagnie pour empêcher Trump de remporter donc les élections, et que révèle Time, le scénario d'une véritable victoire de Donald n'a même pas été envisagé. Lu comme ceci, cela semblerait un plan d'urgence pour éviter un coup d'état de Trump. Mais un parti politique qui prépare des plans d'urgence 1 an à l'avance est souvent, sinon toujours, le parti qui se tient debout pour préparer le coup d'état.
En fait, chaque coup d'État de l'histoire est mené avec les meilleures intentions. Déjouer le coup d'État de l'ennemi. Voilà, donc il nous explique que donc il y a eu fraude, qu'il y a eu un consensus parmi différents groupes, que ce soit politique, économique, des big tech, etc., qui se sont tous réunis donc pour éviter que Trump puisse être président. Donc ils ont fait en fait un coup d'État et il nous explique qu'ils ont fait ce coup d'État pour éviter que Trump fasse un coup d'État. Voilà, donc c'est vraiment incroyable donc les informations qui sortent en ce moment. Je sais vraiment pas comment ils vont pouvoir se défendre de tout ça. Hein. Et on continue d'ailleurs. Donc ils ont été pris donc des machines appartenant aux Dominion ont supprimé 6% des votes de chaque candidat donc du parti républicain. Donc un recomptage manuel lors de la course donc du district 7 a révélé que les machines à voter appartenant aux Dominion avaient court-circuité chaque républicain par environ 300 voix. Et on continue encore, donc fraude au Colorado, 450 000 nouveaux électeurs, 100% sont allés à Biden. Statistiques et questions mathématiques. On nous dit donc que le Colorado était déjà un état de vote par correspondance qui envoyait donc les bulletins de vote. Donc on nous dit que l'augmentation des électeurs de Biden par rapport aux autres démocrates célèbres tels que Obama ou Clinton des années précédentes, donc de 2016 à 2018, par rapport à 2020 est une augmentation énorme qui équivaut à 33,3% des votes par rapport à Clinton, Obama. On nous dit où est-ce que Biden a bien pu obtenir donc les 450 000 bulletins de vote supplémentaires dans un état qui n'a augmenté que de environ 200 000 personnes alors que Trump a également augmenté sa marge de 150 000 personnes dont 1 364 607 voix est au-dessus donc des meilleures performances d'Hillary et d'Obama. On nous dit, rappelez-vous deux choses, Biden a obtenu 100% de l'augmentation des votes sur 1,35 million de personnes. Biden a obtenu 450 000 voix supplémentaires, c'est comme faire venir chaque électeur d'une ville d'1 million d'habitants. Trump a reçu tous les votes de 2016, plus les votes libertaires pour placer Trump plus haut que Clinton, Obama et Polis. Cependant, les 1,35 million de voix de Trump ont dû déclencher une augmentation des voix pour Biden. Cependant, personne ne sait d'où et comment sont venus 450 000 votes supplémentaires. En résumé, il est statistiquement impossible que 450 000 voix supplémentaires apparaissent dans un État qui a toujours eu un vote par correspondance de masse. De plus, si 450 000 nouveaux votes sont enregistrés dans un ensemble de données ou un diagramme de dispersion, il serait également impossible pour les 450 000 votes d'aller à un seul candidat. Voilà, donc comme vous l'avez remarqué, vraiment beaucoup d'informations sur la fraude électorale et maintenant on parle de complot contre Donald Trump, donc c'est juste impressionnant ce qui se passe. Et donc en parallèle, donc on a le PDG donc de MyPillow qui a réalisé un documentaire, donc je vous invite à aller regarder. Donc on a Quantum Leap qui a déjà traduit une partie de ce documentaire, donc je vous invite à aller le voir. Donc là vous pouvez le retrouver par exemple sur VK, sur ma page, et on apprend vraiment des choses incroyables. C'est que comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, tous les votes électroniques ont été en fait scrutés, donc il y a eu de la manipulation notamment par la Chine. Et donc Trump et tous les patriotes savaient que cette fraude allait prendre place, donc ils ont bien pris soin de vérifier qu'ils puissent analyser toutes les modifications de vote, toutes les interférences entre les différents pays concernant l'élection américaine, et ils ont vraiment toutes les données entre leurs mains. D'ailleurs, Mike Lindell appelle le vaccin Covid-19 donc la marque de la bête. Il nous dit « Je pense que nous empruntons une voie communiste, le socialisme arrive ici, tout le monde peut voir ce qui s'est passé en Allemagne nazie, l'annulation des gens, l'annulation des emplois des gens, ça n'existe pas, a-t-il dit. » Lindell a poursuivi en affirmant que le vaccin Covid-19 était la marque de la bête, une prophétie mentionnée au chapitre 13, verset 18 du livre biblique des Révélations. Maintenant, c'est cet ordre mondial, ce truc est dans l'Apocalypse, vous savez que c'est ce dont je parlais, et vous combinez ça avec ce vaccin, c'est un truc de marque de la bête, dit-il. Je veux dire, c'est horrible de nous garder à l'intérieur. Et on termine donc avec le procès en destitution, donc qui n'a mené à rien. Donald Trump a bien été acquitté donc par le Sénat le 13 février 2021, au terme donc de son second procès en destitution. Donc l'ex-président américain a annoncé dans la foulée que son mouvement magnifique, historique et patriotique ne faisait que commencer. Et malgré l'acquittement donc de Trump, Biden persiste à affirmer que Trump est coupable malgré son acquittement par le Sénat. Allez, on termine avec la déclaration donc de Donald Trump donc concernant cet acquittement. Je vous lis juste la fin puisque c'est la fin la plus intéressante je trouve. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire de notre pays. Aucun président n'a jamais vécu une telle expérience et elle se poursuit parce que nos adversaires ne peuvent oublier les quelques 75 millions de personnes, le nombre le plus élevé jamais atteint par un président en exercice, qui ont voté pour nous il y a quelques mois à peine.
Je tiens également à exprimer ma gratitude aux millions de citoyens décents, travailleurs, respectueux des lois, aimant Dieu et le pays, qui ont courageusement soutenu ces principes importants en ces temps très difficiles et éprouvants. Notre mouvement historique, patriotique et magnifique pour Make America Great Again ne fait que commencer. Dans les mois à venir, j'ai beaucoup à partager avec vous, et je me réjouis de poursuivre notre incroyable voyage ensemble pour atteindre la grandeur américaine pour tous nos peuples. Il n'y a jamais rien eu de tel. Nous avons tant de travail devant nous, et bientôt nous émergerons avec une vision d'un avenir américain brillant, radieux et sans limite. Ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Nous restons un seul peuple, une seule famille et une seule nation glorieuse sous l'égide de Dieu. Et il est de notre responsabilité de préserver ce magnifique héritage pour nos enfants et pour les générations d'Américains à venir. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse à jamais les États-Unis d'Amérique. Et bien voilà, c'est la fin de cette revue de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis donc de saisir les principales informations. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!